En 2008, le corps d'un père de famille, Daniel Cano, est découvert carbonisé dans sa voiture près de Grenoble. Cela s'apparente à un meurtre et très vite, les enquêteurs soupçonnent sa compagne, Manuela González Cano. Et pour cause, 3 de ses anciens compagnons sont morts dans des circonstances obscures. La police découvre que la mort de Daniel Cano l'exempte du remboursement de son prêt bancaire et lui fait toucher 235 000 € provenant de 2 contrats d'assurance vie. Un mobile qui fait condamner Manuela González à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son dernier mari. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Daniel Cano, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Manuela aurait donc un mobile récupéré l'argent du couple. Alain, quand on parle de mobile, à quoi fait-on référence exactement ? Alors, durant l'enquête, le mobile, c'est l'explication, l'intention, l'excuse parfois, qui permet de déterminer le crime dont on parle. S'agit-il d'une vengeance? S'agit-il de cupidité, de haine, de légitime défense, d'état de nécessité? Ce mobile, il permet ensuite de déterminer une incrimination pénale. Dans le code pénal sont indiquées toute une série de raisons, d'explications atténuantes ou aggravantes qui permettent de déclencher les poursuites. Ça permet ensuite de déterminer ce qu'on appelle le quantum de la peine potentielle. En fonction de l'incrimination et de la décision du tribunal, on peut être condamné à plus ou moins, même si initialement l'homicide reste l'élément majeur. Est-ce qu'on connaît la part des différents mobiles dans les crimes commis en France ? Alors pendant longtemps, on estimait seulement, puisqu'on n'a pas d'outils statistiques, que les crimes passionnels étaient très largement prédominants dans les homicides. Et puis quand on a commencé à élargir la vision, notamment en prenant en compte non seulement les homicides, mais les tentatives d'homicide, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, les règlements de compte, ce qu'on appelle l'homicidité, on s'est rendu compte que peut-être que la dimension pouvait changer et que s'il y avait une forte part de crimes dits passionnels, la partie purement criminelle avait aussi pris une dimension qu'on ne pouvait pas négliger, notamment au cours des toutes dernières années. Manuela a écopé de 30 ans de prison, mais tout de suite elle fait appel. Quelques mois plus tard, ses avocats vont demander à ce qu'elle soit libérée dans l'attente de son 2e procès. Requête acceptée. Le 21 septembre 2015, Manuela González Cano sort de prison sous contrôle judiciaire. Alain, c'est étonnant, non ? Alors ça peut paraître étonnant pour le grand public, mais la France est signataire d'une convention européenne de sauvegarde des droits humains qui prévoit pour tout justiciable un délai raisonnable de jugement. Et en matière de crime, ce délai est fixé à 4 ans. La Cour de cassation a élargi l'interprétation en intégrant le premier jugement et l'appel. Ce qui explique pourquoi, en attendant ce nouveau procès, alors qu'elle a déjà passé 6 ans en détention, elle doit être libérée. Le 23 mai 2016, c'est donc libre que Manuela González Cano arrive au tribunal au premier jour de son procès en appel. Qu'est-ce que ça peut changer dans la perception, notamment ? Justement ça, la perception, la visibilité par le public et notamment la cour, le jury, d'une personne qui arrive tranquillement le matin et s'installe dans le box des accusés plutôt que de passer par le transfèrement judiciaire, la sortie de prison, la levée d'écrou et le transfert. Deuxièmement, ça permet surtout une bien meilleure préparation, une tranquillité dans la capacité à voir ses avocats, avoir du temps et par ailleurs à pouvoir dormir dans de bonnes conditions, ce qui est tout à fait important dans le cadre d'un procès de ce type, alors que, évidemment, les nuits en prison sont en général beaucoup plus agitées. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Daniel Cano. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions.
adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.